La terre était dans sa bouche avant qu'il comprenne où il était. C'est la qualité spécifique du premier moment. Pas l'obscurité, bien que l'obscurité soit absolue. Pas le poids sur sa poitrine, bien que le poids soit le poids de la terre qui appuyait sur un corps qui essayait de respirer, et trouver la respiration difficile de la façon spécifique dont la respiration est difficile quand l'espace pour elle a été réduit à ce qu'une tombe peu profonde permet. C'était le goût. Sol australien sec dans le fond de la gorge, granuleux et minéral, et faux de la façon spécifique dont le corps enregistre la fausseté avant que l'esprit ait assemblé suffisamment d'informations pour la nommer. Et puis, l'assemblage a commencé. L'obscurité, le poids, l'incapacité à étendre les bras de plus de quelques centimètres dans une direction, la bâche en plastique qu'il pouvait sentir contre son visage, la compréhension qui est arrivée non pas comme une pensée, mais comme un événement physique, quelque part dans la poitrine. Une chute, un effondrement de quelque chose qui tenait. Il était enterré. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous voulez comprendre à quoi la cruauté humaine peut réduire une personne et ce que fait le corps quand il refuse de laisser cette réduction être finale, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que ce que je vais décrire, c'est 71 jours dans l'outback australien, après que quelqu'un ait décidé que la façon la plus commode de se débarrasser d'un problème était de le mettre dans le sol et de le recouvrir. Ce qui suit n'est pas une histoire de sauvetage. C'est une histoire sur ce qui arrive à un esprit et à un corps quand les deux sont poussés dans un territoire pour lequel la civilisation n'a pas de langage. Son nom est Ricky. Il avait pris des inconnus en autostop sur un tronçon isolé de l'autoroute du territoire du Nord, ce qui est le genre de décision que la plupart des gens prennent sans conséquence et qu'il a prise une fois. Il n'a pas de souvenir clair de ce qui a suivi, parce que ce qui a suivi impliquait une substance introduite dans son système sans sa connaissance ni son consentement, quelque chose qui a pris sa conscience de façon efficace et complète et l'a laissé dans un état qui n'était pas le sommeil et pas l'inconscience au sens ordinaire, mais quelque chose de plus proche de l'absence, une suppression de la personne du corps pendant que le corps continuait à fonctionner à son niveau minimal. Il s'est réveillé dans le sol. Le processus de sortir du sol est quelque chose qu'il a décrit avec une spécificité qui vous dit que ce n'est pas quelque chose qu'il a été capable d'arrêter de reconstruire. La bâche en plastique était assez lâche pour qu'il puisse la bouger. La terre au-dessus était à quelques centimètres de profondeur, non tassée. Le genre de couverture que quelqu'un a faite rapidement et sans soin particulier, ce qui est soit heureux, soit un détail qui ajoute une qualité spécifique de mépris à ce qui lui a été fait. Il a gratté. Ses ongles se sont déchirés et il ne s'est pas arrêté. Il a poussé la bâche et poussé la terre et l'effort a coûté de l'oxygène qu'il n'avait pas. Et il l'a fait quand même parce que l'alternative à le faire était ce qui avait été planifié pour lui. Il est sorti. Debout sous le soleil de l'outback, après un temps qu'il ne sait pas combien dans le sol, portant les vêtements qu'il avait quand il s'est arrêté sur le bord de la route, sans chaussures, sans téléphone, sans portefeuille, sans son véhicule, sans aucun objet ou ressource qui le reliait au monde auquel il appartenait avant que les inconnus montent dans sa voiture. Le soleil n'était pas métaphoriquement brutal. Il faisait environ 40 degrés Celsius et il tombait sur un homme qui était déjà déshydraté par ce qui avait été dans son système et qui se tenait sur de l'argile craquelée pieds nus, regardant un horizon qui ne contenait rien de reconnaissable et rien d'utilisable. Il a marché vers l'eau parce que marcher vers l'eau était ce que la situation exigeait et parce que la partie de son cerveau qui gère la survie avait pris le contrôle de la partie qui gère la compréhension. Et la partie survie ne perd pas de temps sur la compréhension quand la compréhension n'est pas l'opération pertinente. Il a trouvé un barrage d'élevage, le genre que les propriétés d'élevage australiennes maintiennent sur des terres éloignées pour collecter l'eau de pluie pour le bétail. Un plan d'eau peu profond, d'eau boueuse, qui était tiède et saumâtre, et contenait du matériel biologique dont il ne savait pas encore qu'il finirait par en être reconnaissant. Il en a bu quand même. Les premiers jours sont les jours qu'il décrit le plus clairement.
ce qui a du sens parce que les premiers jours étaient les jours où sa fonction cognitive fonctionnait encore à quelque chose de proche de la normale, où son esprit traitait encore la situation de la façon dont un esprit traite une crise, plutôt que de la façon dont un esprit traite une dissolution soutenue. Il a essayé de trouver la route. Il ne pouvait pas trouver la route. Le pays autour du barrage était plat de la façon spécifique dont le pays intérieur australien plat l'est, ce qui est sans repère, sans le genre de hiérarchie visuelle qui permet à une personne de déterminer la direction ou la distance, ou la relation entre un point et un autre. Il est resté à l'eau. C'était la bonne décision dans le sens spécifique et limité que c'était la décision qui ne l'a pas tué immédiatement, ce qui était le seul standard disponible. L'eau est la contrainte primaire, et il avait de l'eau. La nourriture était la contrainte secondaire, et il n'avait rien. Voici ce qui arrive au corps humain quand il n'a rien. Pendant les premières 24 à 48 heures, le corps utilise son glucose disponible, brûlant le sucre dans le sang et le glycogène stocké dans le foie et les muscles. Cette phase ressemble à la faim de la façon dont la faim est normalement comprise. Après que le glycogène soit épuisé, le corps passe à la combustion des graisses, ce qui produit une transition inconfortable mais survivable chez une personne qui a des réserves de graisse à brûler. Ce n'était pas un homme de grande taille. Ses réserves de graisse étaient finies. Elles n'ont pas duré 71 jours. Quand la graisse est épuisée, le corps commence à consommer les protéines musculaires. C'est le processus appelé catabolisme, et c'est le corps qui fait quelque chose qui est dans un sens logique et dans un autre sens une forme d'autodestruction, décomposant le tissu structurel du corps lui-même pour extraire des acides aminés qui peuvent être convertis en glucose pour que le cerveau l'utilise. Les muscles rétrécissent, les os deviennent proéminents. Le système immunitaire se dégrade parce que les protéines qui le maintiennent sont consommées comme carburant. Les organes commencent à se concurrencer pour des ressources d'une façon qui produit des symptômes qui ressemblent au vieillissement accéléré de tout simultanément. Il a trouvé des sangsues dans la boue au bord du barrage. C'est le moment avec lequel je veux vous laisser avant de décrire ce qu'il a fait, parce que je pense que la description perd quelque chose si on le traverse trop rapidement. Il était une personne qui avait conduit sur une autoroute et pris des inconnus en autostop, et le moment cohérent suivant de sa vie était debout pieds nus sur de l'argile craquelée, à côté d'un barrage boueux dans un endroit australien qu'il ne pouvait pas identifier sans nourriture et sans perspective de nourriture, avec un corps qui se déplaçait à travers la séquence d'événements que je venais de décrire. Et dans la boue au bord de l'eau, il y avait des sangsues, petites, sombres, vivantes, présentes d'une façon dont rien d'autre de comestible n'était présent. Il en a ramassé une. Si l'horreur pure de ce à quoi la famine réduit un être humain vous affecte déjà, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à The Human Limit pour que nous puissions continuer à tester les limites humaines. Parce que ce qu'il a fait dans cette boue n'est pas la pire chose qui soit arrivée à son esprit et à son corps en 71 jours, et nous sommes loin d'être terminés. Il l'a mangé cru. Il en a mangé davantage. Les sangsues se fixaient à sa peau quand il pataugeait dans les eaux peu profondes, et il les décollait et les mangeait parce qu'elles étaient des protéines, et les protéines étaient la différence entre ces muscles qui survivaient un jour de plus ou ne survivaient pas. Il ne décrit pas cela avec dégoût dans son récit. Il le décrit avec une platitude que je trouve plus troublante que le dégoût serait. La platitude de quelqu'un qui a dépassé la catégorie du dégoûtant parce que la catégorie a cessé d'être pertinente quelque part autour du 10e jour et n'est pas redevenue pertinente. Il a trouvé d'autres aliments, des sauterelles quand elles étaient présentes, de petits lézards qui se déplaçaient trop lentement ou pouvaient être acculés contre des rochers. Des grenouilles qu'il a appris à sécher au soleil avant de les manger, parce que certaines espèces de grenouilles australiennes portent des toxines cutanées qui disparaissaient à la cuisson ou au séchage, mais étaient présentes et nocives quand elles étaient fraîches. Il a construit un abri en branches et en écorce près du barrage, une structure qui fournissait de l'ombre pendant les pires heures de la journée et qu'il a amélioré progressivement au fil des semaines, à mesure que ses compétences et son désespoir augmentaient.
La paranoïa a commencé dans la deuxième semaine. C'est là que l'histoire passe du physique au psychologique, ce qui est là où je pense que la partie la plus importante vit. Les hommes qui l'avaient drogué et mis dans le sol l'avaient laissé dans un endroit assez éloigné pour qu'il croie probablement qu'il ne survivrait pas, pour dire à quiconque ce qui lui était arrivé. Il a compris cela. Il l'a compris non pas comme un fait conclu, mais comme une préoccupation continue, parce que la logique de ce qui lui avait été fait incluait la possibilité que quiconque l'avait fait pourrait revenir pour vérifier le résultat, et le résultat qu'ils avaient prévu ne s'était pas produit. Il a commencé à surveiller l'horizon, pas occasionnellement, constamment. Il décrit dormir par courts intervalles parce que dormir plus longtemps signifiait ne pas surveiller, et ne pas surveiller signifiait la possibilité d'être trouvé par les mauvaises personnes avant d'être trouvé par les bonnes. La privation de sommeil s'est ajoutée à la famine et à l'isolement et à la détérioration physique, et la combinaison a produit un état cognitif qu'il décrit avec difficulté, parce qu'il est difficile de décrire un état qui change les outils qu'on utiliserait pour le décrire. Il entendait des véhicules. Il les entendait clairement, le son spécifique d'un moteur de véhicule sur une piste en terre éloignée, et il se déplaçait vers le son, et le son n'était pas là. Cela s'est produit plusieurs fois. Il ne peut pas vous dire combien parce que compter nécessite une continuité d'attention consciente qu'il n'avait pas toujours dans les dernières semaines. Mais il peut vous dire que chaque fois que cela se produisait, l'expérience était assez complète pour qu'il ne puisse pas la catégoriser comme hallucination, qu'il sait intellectuellement que c'en était une et ne peut pas la ressentir comme en ayant été une. Son corps changeait de façon qu'il pouvait suivre par observation parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, et l'observation était la seule fonction cognitive que la famine n'avait pas encore prise. Ses côtes étaient visibles dans la troisième semaine. Pas de la façon dont les côtes d'une personne mince sont visibles avec certains mouvements et lumières, mais continuellement, complètement, les os individuels comptables à distance de la façon dont vous pouvez compter les côtes d'un animal affamé. Ses os des hanches appuyaient vers l'extérieur à travers la peau quand il s'allongeait, ce qu'il ne pouvait de plus en plus pas faire confortablement, parce qu'il n'y avait plus assez de tissu entre l'os et le sol pour rendre la position allongée confortable. La peau sur ses mains est devenue lâche, d'une façon dont la peau n'est pas censée être lâche, qui suggérait que les structures en dessous ne remplissaient plus l'espace pour lequel la peau avait été dimensionnée. Il a tenu le compte des jours par des marques gravées sur un morceau d'écorce. Ce détail est celui auquel je reviens le plus souvent quand je pense à ce récit, parce que maintenir le compte nécessitait quelque chose, une ligne de base d'organisation cognitive contre laquelle la famine et l'isolement et la paranoïa travaillaient tous. Le compte n'était pas utile dans un sens pratique. Savoir que c'était le jour 43 plutôt que le jour 42 ne changeait rien au jour 43. Il a maintenu le compte parce que maintenir le compte était une forme d'insistance que le temps passait, que la situation n'était pas statique, qu'il y avait un jour 44 et un jour 45, et finalement un jour où quelque chose changerait. Il avait raison. Les travailleurs de la station l'ont trouvé à ce qu'ils comptent comme le jour 71. Il s'était éloigné de la zone du barrage ce jour-là, suivant ce qui aurait pu être une piste, ou aurait pu être l'errance sans direction spécifique que la famine extrême produit quand le cerveau ne peut plus coordonner la navigation. Il n'a pas été trouvé parce qu'il est allé vers eux, mais parce qu'ils ont vu quelque chose au loin qui n'avait pas de sens dans le paysage, et s'en sont approchés pour savoir ce que c'était. Ce qu'ils ont vu était une personne. Le mot « personne » fait beaucoup de travail dans cette phrase. Ce qu'ils ont vu était une silhouette qui avait la forme d'une personne de la même façon qu'un squelette a la forme d'une personne, qui suggérait la personnalité par la proportion et le mouvement, plutôt que par les caractéristiques qui la signifient normalement. Il pesait 48 kg. Il avait pesé considérablement plus que cela avant que les inconnus montent dans sa voiture. La mathématique de cette réduction sur 71 jours est la mathématique du corps qui se consomme lui-même, du système qui trouve et brûle chaque réserve qu'il avait,
jusqu'à ce que les réserves soient essentiellement épuisées et que ce qui reste soit le minimum. Les travailleurs de la station ont appelé à l'aide. Il a été évacué par air vers un établissement médical. Le rétablissement physique était long et nécessitait une gestion attentive spécifique parce que le corps qui s'était consommé pendant 71 jours ne pouvait pas simplement recevoir de la nourriture et être attendu à la traiter normalement. Il y a une condition appelée syndrome de renutrition, dans laquelle fournir de la nutrition trop rapidement à un corps sévèrement affamé provoque des déséquilibres électrolytiques qui peuvent être fatals, parce que les systèmes qui gèrent l'absorption des nutriments se sont adaptés à l'absence et ne peuvent pas immédiatement s'adapter à nouveau à la présence. Il a été renourri soigneusement et avec le temps, et le corps s'est reconstruit avec le temps, bien que le mot « reconstruit » doive être compris dans un sens large, parce que certaines choses que le corps fait pendant la famine ne sont pas réversibles de la façon dont un bâtiment endommagé peut être restauré à son état d'origine. Le rétablissement psychologique a été son propre processus séparé. Il a parlé de ce que 71 jours de paranoïa ont fait à sa relation avec les autres personnes, avec sa propre évaluation de qui peut être fait confiance et dans quelles circonstances, avec l'expérience spécifique d'être dans un véhicule avec des inconnus, ce qui est une chose que la plupart des gens font sans y penser, et qu'il ne peut pas faire sans accéder au souvenir de se réveiller dans le sol avec de la terre dans la bouche. Ce ne sont pas des choses que le traitement médical résout. Ce sont les altérations permanentes spécifiques qu'une expérience de ce genre fait dans l'architecture d'une personne, le recablage qui se produit quand le système nerveux passe 71 jours dans un état de menace soutenue. Il a signalé ce qui lui avait été fait. L'enquête sur les individus qui l'ont drogué et enterré est une question d'archives sur laquelle je n'entrerai pas dans les détails ici. Ce que je dirais, c'est que la spécificité de son récit, la cohérence de ce qu'il pouvait rapporter malgré ce qu'il avait vécu, était elle-même une forme de la survie qu'il avait maintenue en vie dans l'outback. La même capacité qui a maintenu le conte sur le morceau d'écorce a maintenu suffisamment de l'histoire intacte pour la raconter. Il était 50 kg de cruauté délibérée et 2 mois de l'intérieur australien. Il était 48 kg quand ils l'ont trouvé debout dans la poussière rouge, regardant les hommes qui s'étaient approchés de lui avec l'expression spécifique de quelqu'un qui a passé 71 jours à surveiller les mauvaises personnes qui s'approchent de lui et n'est pas encore certain de quel genre ceux-ci sont. Il a décidé qu'ils étaient le bon genre. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire. Dites-moi à quel point vous pensez que votre esprit aurait cessé de maintenir le compte. Quel jour vous pensez que vous auriez regardé l'eau boueuse et les sangsues et fait un calcul différent. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où la distance entre une personne et un animal s'avère être beaucoup plus petite que la civilisation a besoin que nous croyons. Le barrage est encore là. Les marques gravées sur l'écorce sont parties, retournées dans le paysage de la façon dont tout ce que le corps a fait pendant ces 71 jours est retourné, ne laissant rien sauf le récit et l'homme qui est sorti du sol quand les personnes qu'il y avait mis croyaient qu'il n'en sortirait pas. Il est sorti. Il a compté les jours. Il a mangé ce qu'il devait manger pour être en vie au jour 71. Et il était en vie au jour 71. Et c'est le fait le plus troublant et le plus extraordinaire de tout ce que je vous ai raconté ce soir.